14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes bien sûr sur Sud Radio avec Sandy Boulanger. Alors avec elle, nous avons évoqué la dernière fois l'importance du toucher grâce à la sortie de son livre qui aborde le toucher, ça s'appelle L'art du toucher. C'est un joli livre et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'évoquer aujourd'hui notre zone intime. Vous savez, c'est cette zone interdite au-delà de laquelle on ne supporte pas qu'un étranger entre dans cette zone. Vous voyez, je vais vous parler de moi comme ça 2 minutes. J'étais le week-end dernier chez des amis qui faisaient un pique-nique et il y avait beaucoup de monde et beaucoup de gens que je ne connaissais pas et tous venaient, voulaient me faire la bise. Or pour moi la bise c'est quelque chose qui est réservé à mes amis. Alors pour éviter que tout le monde me fasse la bise, je tendais ma main, ce qui aussitôt a protégé ma zone personnelle. Et je crois qu'on a tous des réticences à être touchés à certains endroits par certaines personnes et forcément ça parle de nous, hein, bien sûr, ça parle de la manière dont on est avec son corps, de la manière dont on a été éduqué aussi, hein, de notre culture, et c'est donc important, évidemment, de se respecter. Et donc, je vous propose, durant ces 2 heures, qu'on vous aide à vous découvrir et également à vous respecter. Et je suis sûre que Sandy Boulanger nous donnera des conseils très concrets. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir sur ce sujet qui me tient à cœur. Oui, notre zone corporelle, elle est délimitée de manière très invisible, donc Oui. forcément c'est complexe. Alors il y a bien sûr la peau, hein, mais il y a quand on est par exemple dans les transports en commun, c'est pas toujours drôle d'être touché, d'être frôlé par des inconnus. Oui, et puis c'est différentes sphères, parce qu'il y a dans les transports en commun, là effectivement c'est un peu l'apogée des personnes qu'on connaît pas et qu'on n'a pas envie de rencontrer trop de près. Mais il y a aussi après dans nos cercles plus restreints, il y a le travail, il y a la famille, il y a les amis, et puis il y a souvent maintenant quand même ces moments où on est un peu dans le milieu professionnel en représentation, quand on est lors de dîner ou justement sur ces fameuses journées où on construit de la cohésion et de l'esprit d'équipe, où effectivement ça va être amené à changer. Alors, je crois déjà quand on est, je sais pas vous, mais moi, en préparant l'émission, j'ai essayé de réfléchir et je me suis souvenu que quand j'étais petite, déjà, j'avais pas envie d'être obligée d'embrasser la grand-tante, le grand-oncle. Peut-être parce que je suis aussi très sensible aux odeurs. Est-ce que c'est dû à notre éducation ou est-ce que chacun, on a déjà nos zones de prédilection? Je crois que c'est un mélange des deux, en fait, parce que on a beaucoup parlé ces dernières années dans la pédagogie auprès des enfants, dans cette éducation, où on dit qu'on faut arrêter de forcer les enfants à embrasser les autres, les gens, mamie, tout ça. Mais je crois qu'il y a une partie d'éducation. Effectivement, il y a des personnes où on ne se touche pas, on ne se fait pas la bise, voilà, on va se saluer, mais on peut le faire avec déjà émotion et en présence, donc c'est déjà bien. Ou effectivement, parfois, voilà, le toucher est banni. Et puis d'autres où au contraire, c'est très ouvert, mais il n'y a pas forcément quelqu'un derrière le contact, donc c'est très aléatoire. Et puis il y a notre personnalité, il y a effectivement ça qui rentre quand même en ligne de compte, si on est plutôt introverti ou si on est plutôt extraverti. Et ça, dès l'enfance, en fait, on le voit très rapidement, hein, ce trait de caractère-là. Mmh. Et après, évidemment, il y a des familles où on est beaucoup plus charnel, si je puis dire, que d'autres, et forcément, ça va influencer par la suite, j'imagine. Oui, et aussi, on peut avoir un contact facile avec nos très proches et pas du tout facile avec les autres, justement. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet à dentelle et délicat, parce que ça va vraiment dépendre des sphères où nous allons évoluer. Et il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est que ça va dépendre des moments. C'est-à-dire que parfois, on va être en saturation sensorielle. Et même le toucher ne sera plus possible. Parfois, certains bruits, on supporte plus. Donc, en fonction justement de notre état, qui n'est pas que émotionnel, mais qui est aussi en fonction de toutes ces stimulations qu'on peut avoir au niveau sensoriel, eh bien, on sature. Et là, en fait, il n'y a plus grand-chose qui passe. Ni odeur, ni bruit, ni toucher. Oui, bien sûr. Là, on a besoin de retrouver son autonomie, si je puis dire, et tout bruit, tout geste peut être intrusif. Exactement. Alors que pourtant, d'habitude, avec ces personnes-là, ça se passait plutôt bien. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte.
Bien sûr. Et puis, il y a des moments, par exemple, je pense évidemment à l'exemple le plus frappant, hein, c'est les seins, hein, des femmes qui peuvent aimer être embrassées quand elles sont jeunes, adolescentes, et puis après avoir été mères, Mm. parfois le sein est devenu une zone interdite, hein. Oui. Donc on peut aussi avoir des changements, si je puis dire, dans nos zones érogènes même. Exactement. Alors ça, c'est un changement flagrant, quoique on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'il est flagrant, ce changement de statut ou cette addition de facettes identitaires peut venir perturber le côté érotique. Mais il y a aussi ce moment où justement, parfois dans l'amour, une femme va adorer qu'on touche sa poitrine et à d'autres moments, ça va être interdit. Donc vous voyez, ça reste toujours quand même très complexe et c'est pas non plus un problème. Enfin, je veux dire, de pouvoir se laisser toucher, d'avoir justement une zone de confort qui est mouvante, ce n'est pas un problème, c'est pas anormal. Par contre, c'est assez intéressant de se demander effectivement qu'est-ce qui se passe pour moi là, pour que voilà, j'ai pas envie de faire la bise aux gens ou je me sens intrusée en fait. C'est ça hein, dont il est question. Hein. Quand on a envie d'être tranquille avec soi et qu'on a un périmètre qui va être de plus en plus lointain, important et grand, c'est qu'on a on a besoin de quelque chose. Il faut venir aller s'écouter, oui. Bien sûr. Et puis, en préparant l'émission aussi, je me suis rappelé d'une enquête qui avait été faite sur les hommes et les femmes. Et les hommes ont moins de problèmes à ce qu'on touche une partie de leur corps, même une partie éventuellement un peu intime, par exemple la cuisse, hein, alors que chez les femmes, c'est plus compliqué. Hein. Donc, on voit bien que la question du harcèlement, là, évidemment, est brûlante. Bien sûr, parce que nous n'avons pas les mêmes codes sociaux et les mêmes représentations du corps des femmes, ni celui des hommes. On le voit très bien sur ces grands débats dans l'espace public de un homme sans t-shirt, alors pourquoi une femme avec un petit t-shirt serait désirable alors qu'un homme sans t-shirt quand il fait chaud ne l'est pas. Donc on a hein, cette érotisation en fait hein, des parties du corps. Et effectivement, moi ce que j'aime bien voir derrière cet état-là aussi, c'est de se dire que finalement le corps d'un homme est beaucoup moins érotisé. Ni par les hommes, ni par les femmes, parce que finalement, une cuisse est une cuisse, qu'elle soit poilue ou pas. En plus, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit plus féminin que masculin, ça dépend des cas. Mais c'est surtout pourquoi est-ce que le toucher d'une certaine zone identique chez une femme serait plus érotique que chez un homme. C'est très questionnant. Mais il y a peut-être aussi l'interprétation, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'un homme qui touche une femme, c'est déjà une avance sexuelle, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Quand un homme aide une femme à mettre son manteau, je ne pense pas que ce soit dans un but de lui plaire, mais ça peut être tout simplement de ce qu'on appelait avant de la galanterie. Je sais bien que le mot n'existe plus, mais ça reste... Ce code Bien reste sûr. présent. Oui, et c'est effectivement cette idée que de toute façon, l'homme est un prédateur et qu'il n'a qu'une pensée de toute façon sexualisée. Mais ce qui a été beaucoup le cas du toucher en général finalement après, hein, c'est que ce toucher est devenu un peu interdit, notamment parce qu'il est très rapidement sexualisé, et beaucoup plus quand c'est un homme qui touche une femme. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous et vous allez nous raconter quelles sont vos zones autorisées ou interdites. Nous avons Lorraine dans un instant qui va nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Sandy Boulanger, somatothérapeute, sexothérapeute et autrice de L'Art du toucher. C'est aux éditions de la Musardine. Dans ce livre, vous nous évoquez justement tout ce que l'on peut dire sur le toucher, mais c'est vous qui allez nous raconter où vous aimez ou pas être touché. Bonjour Lorraine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Lorraine. Oui, vous nous Merci, bonjour. Je suis ravie de vous entendre. Eh ben nous, on serait ravis de vous entendre un peu plus, Lorraine. C'est à vous de prendre la parole. Allez-y. Bonjour Lorraine, Ouais. dites-nous. Je suis contente de vous avoir. Le sujet m'intéresse beaucoup parce que je me pose pas mal de questions sur des choses qui m'intéressent et que je n'arrive pas à exprimer ou que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à l'exprimer parce que, comme je disais hors antenne tout à l'heure, Oui. c'est que j'ai pas de tabou sexuellement parlant, mais j'ai vraiment du mal à me laisser aller pour qu'on touche mon anus ou autre chose. Mais moi, j'ai pas de mal à caresser mon compagnon
sur ces endroits-là. J'ai même du plaisir à le faire. Mais je ne supporte pas qu'on me le fasse. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis tabou. En même temps, c'est pas forcément gênant, hein, c'est votre droit. Hein. Mais vous Ça me aimez. met mal à l'aise, donc... Oui, bien sûr. Ce qu'on entend dans ce que vous nous partagez, c'est que la réciprocité n'est pas possible. C'est-à-dire que dans C'est cet ça, échange de dons et de réception, vous savez vraiment facilement donner. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez offrir. Vous dites, voilà, je n'ai pas de tabou, mais par contre, vous ne pouvez pas recevoir. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous touche la vulve, les seins, les fesses, ou est-ce que Oui, partout, oui. Partout. sauf l'anus? Oui. Oui, c'est certainement pour vous cette zone très interdite qui remonte peut-être soit à votre prime enfance quand il y a eu le moment où il a fallu apprendre la propreté, ou alors c'est parce que dans votre tête c'est une zone un peu sale et que vous n'avez pas envie que personne y mette son nez. Ouais. J'ai peur des odeurs, oui. Peut-être. Vous êtes peut-être très à cheval sur votre propre hygiène et donc là, on n'est jamais certaine à cet endroit-là, donc personne n'y touche. Ça peut être ça, hein, c'est peut-être autre chose. Hein, Oui, vous pouvez l'accepter chez votre partenaire, mais du coup, vous ne l'acceptez pas de vous. C'est comme si effectivement, votre corps à vous, votre anus à vous, il n'était pas propre ou aussi désirable que l'autre. Je sais pas. Ou alors, on va vous donner d'autres hypothèses, hein, parce que si ça. Moi, je veux bien. Si Chaque fois, ça me travaille. Peut-être aussi qu'à un moment donné, il y a eu, je ne sais pas, un parent qui a trop mis de thermomètre pour prendre votre température dans cette zone, et qu'à un moment donné, en tant qu'enfant, vous avez ressenti ça comme une agression, et que donc aujourd'hui, plus personne n'a le droit de vous agresser de ce côté-là. Ouais. Mais ce sont des interprétations. Je ne dis pas que c'est la réalité. Hein. C'est vous qui avez votre vérité. C'est pas moi. Hein. Oui. Parce que c'est quand même une zone interdite. Et vous parlez de thermomètre, Brigitte, et je pense parfois aussi au suppositoire. Voilà, quand parfois certains enfants ont eu beaucoup de suppositoires, que ce soit pour dégager les bronches ou que ce soit pour des constipations ou pour éviter des constipations. Voilà, il peut y avoir aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais un investissement en tout cas autour de votre anus. Il y a quelque chose qui, là, votre corps vous dit stop. Pas possible pour que moi, il y ait quoi que ce soit qui rentre. Vous êtes constipé ou pas ? Souvent, oui. Ouais. Donc, et c'est ce que vous nous disiez au début, hein, vous avez du mal à lâcher prise. Bon, historiquement et dans la symbolique quand même, l'anus, c'est l'endroit le plus intime de soi. Hein, c'est-à-dire que c'est là où on peut vérifier si suffisamment on est en confiance pour se laisser aller. C'est pour ça que parfois on utilise des crèmes ou autre chose pour pouvoir aider à dilater, parce que l'anus étant très musclé, par définition, il est extrêmement complexe à se libérer tout seul si on a du mal à lâcher. Donc la constipation, ça peut aussi pouvoir dire ça. Hein. Et puis c'est aussi le symbole du lâcher prise ou pas. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Et si vous vous lâchiez jusque-là? J'arrive pas. Ben oui, c'est pour ça. Je suis toujours dans le contrôle, même en intimité. Mais en quoi ça vous gêne ? Parce que finalement, on a tout à fait le droit de ne pas avoir envie que quelqu'un touche notre anus. Hein. C'est pas, ça peut être une zone interdite. Et je vous rassure, Lorraine, vous n'êtes pas la seule pour qui c'est une zone interdite. Hein. D'accord. Oui, mais ça me fait bizarre dans le sens où moi, j'arrive à donner et à ne pas avoir de complexe pour l'autre, mais que moi, j'arrive pas à me laisser aller pour ça. Et je suis tout le temps dans le contrôle, même dans les truc banal, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai beau essayer de travailler là-dessus. Je vais vous donner un petit truc qui peut-être peut vous aider à libérer un peu les choses, puisque j'imagine si vous nous appelez, si vous nous en parlez, c'est que ça vous pose un petit problème quand même. Moi, je vous conseillerais lors de quand vous avez des rapports intimes, éventuellement de mettre un petit plug anal dans votre anus avec un petit bijou, vous voyez,
de manière à, Oui. à rendre cette zone tout de même interdite, puisqu'elle sera fermée par un objet, mais en même temps, Oui. elle sera mise en valeur. D'accord. Oui. Et ça peut vous, en tout cas, ça provoquera quelque chose chez vous. Alors après, je ne dis pas que ça libérera, mais ça aura un effet sur vous de toute façon, parce que ce sera, d'une certaine manière, lui donner sa place. D'accord. Oui, de réinvestir. Et là, ce n'est pas l'autre qui vient, c'est vous qui installez. N'oubliez pas le lubrifiant, hein, bien sûr. Oh, si c'est un tout D'accord, petit, oui. quand même, ça devrait rentrer. Hein. Oui, mais ne prenons pas Mais, de grands Le élans. risque. Parce que vous voyez, quand en plus on a des troubles du transit et qu'on se dit qu'on va se relâcher, il y a encore plus inconsciemment cette idée que potentiellement il y a des selles qui vont arriver. Oui, Quand il y a- aussi, oui. Voilà. Donc Et des odeurs. c'est pour ça sûr. que c'est très intéressant effectivement d'aller investir avec un plug très joli plug. pour que vous puissiez être tranquille et de sentir qu'il n'y a rien qui descend au niveau de vos selles quand il y a quand même une stimulation anale. D'accord. Ok, merci beaucoup du conseil. Et Voilà. après, effectivement, y aller progressivement avec un toucher extérieur d'un doigt, voilà. ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas la question, mais en tout cas cet objet, je vous dis encore une fois qu'avec un petit bijou, prenez vraiment un plug anal, hein, ne mettez pas autre chose, hein, Ouais. parce que sinon ça serait un D'accord. problème. Ça va forcément vous faire investir la zone d'une autre manière, et ça fera bouger quelque chose. Et vous pouvez le faire seul même d'ailleurs, hein, dans un moment d'intimité de vous à vous, pour voir comment Absolument. ça se passe. Absolument. D'accord. Mm. Je vais essayer. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, mais c'est nous qui... Merci Lorraine, parce que Ouais. d'abord, c'est une zone, en effet, assez souvent interdite. Hein, quoi qu'on en dise, ça reste une... Alors, Très connoté. on a tendance toujours à d'abord penser que c'est par rapport à la propreté, etc. Dans le cas de Lorraine, moi, je pense qu'il y a peut-être en effet quelque chose qui est dû à durant l'enfance, peut-être une zone un peu trop souvent inspectée pour Bien des sûr, raisons de santé, certes, mais... Oui, ça a été une zone chargée, en tout cas. Voilà, et à un moment donné, on dit stop, et ça peut tout à fait se comprendre. Et encore une fois, se respecter, je crois que c'est aussi le principe de cette émission aujourd'hui, c'est de bien faire comprendre à chacun d'entre nous qu'on a le droit d'avoir des zones interdites, et qu'il n'y a pas... Même si on est amoureux, on n'est pas obligé d'accepter d'être touché partout. Exactement, et puis d'être à l'aise avec ce non. Et c'est pas pour ça que ce sera une barrière à faire sauter plus tard non plus. C'est bien aussi d'avoir son cadre et d'être accepté dans son cadre. Merci en tout cas Lorraine. On continue dans un instant. On va revenir justement sur le sein avec notre Sexy News avec Flore Chéri qui nous rejoint dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Flore Chéri. Je crois que vous allez nous parler du cancer du sein. Exactement, puisqu'on parle des zones du corps, celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas. Le sein, ça peut être une zone assez délicate pour les femmes, surtout celles qui sont touchées par ce cancer. Et j'ai appris un chiffre récemment qui fait assez froid dans le dos, ou plutôt froid dans la poitrine. La France détient le record du taux d'incidence sur le cancer du sein. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas rapportés à la population d'un pays. Il est à 105 cas pour 100 000 habitants en France. À titre de comparaison, il est à 96 aux États-Unis, donc en dessous, 87 en Italie ou encore 33 en Chine. Attention, parce qu'on est un des pays qui fait le plus la mammographie. Alors, Très bien, mais alors j'allais y venir. Pardon. Merci beaucoup Brigitte. Oui, alors pourquoi est-ce que je parle de ce chiffre ? Parce qu'il fait aussi débat dans l'actualité. Il y a quelques semaines, une proposition de loi déposée par l'Assemblée nationale proposait de rembourser intégralement les soins liés à la guérison du cancer du sein. Un projet de loi qui est actuellement toujours en examen et qui passera peut-être cette année. Ce chiffre élevé, vous avez raison Brigitte, on peut le relativiser et le remettre dans son contexte parce qu'on a une culture française qui favorise les campagnes de dépistage du cancer du sein depuis 20 ans. On a commencé en 2004 et c'est assez massif. La santé publique française encourage chaque femme entre 50 ans à 74 ans à bénéficier d'un dépistage gratuit tous les 2 ans. Et selon les chiffres officiels, une femme sur 2 participe à ce programme. Alors Santé publique France estime toujours que le chiffre est assez faible, mais moi je trouve quand même que c'est un chiffre qui est assez considérable, que les femmes sont assez responsables sur ce sujet et qu'on est un des pays du monde les plus incitatifs pour prendre soin
de sa santé. Et donc, c'est pour ça qu'on a un des chiffres les plus hauts dans le monde. Ceci étant dit... Est-ce que vous avez les chiffres du pourcentage de guérison parce que plus c'est pris tôt... 88% des cancers du sein aujourd'hui ne sont pas mortels. C'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on arrive à le détecter avant 5 ans en moyenne. Donc 88% aujourd'hui, voilà, c'est un chiffre qui est évidemment tout le temps en augmentation. Et je vais y venir sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on guérit mieux un cancer du sein qu'avant. Donc ceci étant dit, les risques de développer un cancer du sein sont bien liés à notre environnement. Il y a des facteurs qui intègrent le mode de vie comme la consommation d'alcool, le tabagisme, l'obésité ou le manque d'activité physique. Donc évidemment, entre les pays, ça peut éventuellement influer. Même si encore les raisons claires et précises du développement d'un cancer, on sait qu'il y a la génétique aussi par exemple, c'est pas tout à fait bien défini, bien compris encore aujourd'hui par la science. Donc par exemple en France, le taux d'incidence il évolue entre les régions, il est beaucoup plus haut dans les Hauts-de-France, par exemple, que dans les dom-toms. En France, on a donc ce taux record dans le monde de femmes qui souffrent du cancer du sein, alors peut-être à cause de la mammographie, mais on a aussi une recherche qui est à la pointe pour mieux le comprendre et mieux le soigner. J'ai eu l'opportunité de visiter hier un laboratoire de recherche à l'Institut Curie, dans le centre de Paris, qui travaille sur l'impact des métaux dans le développement du cancer et qui fédère les plus grands chercheurs internationaux autour de cette problématique, celle de sauver des vies, en particulier celle des femmes. Et quand vous visitez un centre de recherche reconnu à l'échelle mondiale en plein cœur de Paris et à quelques jours des législatives, vous ne pouvez que constater cette beauté indéniable. En France, dans un même temps, quand certains s'invectivent sous les feux des projecteurs, en se diabolisant, en s'indignant sur des petites phrases, en ayant peur du vent qui souffle fort, un coup à droite, un coup à gauche, il y en a d'autres qui, dans l'ombre d'un laboratoire, viennent des 4 coins du monde, ne parlent pas la même langue et se battent tous ensemble contre un ennemi commun, le cancer, indifférent à l'orage qui gronde et qui évidemment passera demain quand eux marqueront peut-être l'histoire à jamais. En France, il y a une beauté invisible, celle de préférer les microscopes aux micros des plateaux télé, celle de préférer un travail collectif, constant, humble et silencieux, au déchirement facile et bruyant que provoque toujours la peur et la colère. Il y a une beauté à voir nos combats dans l'infiniment petit plutôt que dans la petitesse de nos égos. Et il y a une beauté à démontrer par l'exemple que la science change le monde plus vite que n'importe quel slogan politique. Ah, mais je ne savais pas que vous aviez envie de nous faire un peu de politique, comment dirais-je, intelligente, parce que oui, c'est ce que vous dites est très juste. Et peut-être j'ajouterais que, me semble-t-il, c'est toujours une vraie épreuve, un cancer. Et je suis, on en parle d'ailleurs de temps en temps, d'ailleurs avec vous, hein, sur le cancer et sexualité, etc. Très active sur la question. Je crois qu'il y a quelque chose aussi d'important à dire, et je sais qu'il y a quand même quelques courants qui vont dans ce sens-là. On fabrique tous les jours des cellules cancéreuses dans notre corps, et c'est en général notre système immunitaire qui est très bon. Et donc on sait que très souvent, quand malheureusement un cancer arrive à gagner la partie, si je puis dire, il y a eu des moments difficiles, des moments. Et je pense que on devrait aussi dire aux femmes de s'occuper mieux d'elles et pas toujours de s'occuper des enfants, des maris, etc., etc. Moi, pour avoir eu plusieurs amies femmes donc, qui ont eu des cancers du sein, c'était toujours des femmes qui sont dans la dévotion, qui s'oubliaient un peu trop. Voilà. Ouais. Alors après, ça vaut ce que je viens de dire. Hein. C'est pas, je ne parlerai pas face à des chercheurs de tout ça, mais je trouve que c'est important. Les femmes doivent s'occuper d'elles beaucoup. Je crois que de toute façon, cette expérience du cancer amène à pouvoir vivre ça aussi. C'est faire quelque chose de ce qui se traverse, quelle que soit la raison pour laquelle on a cette maladie et où elle se situe d'ailleurs. C'est toujours une expérience d'alchimiste, en fait. Qu'est-ce que je fais faire de cette maladie ? Qu'est-ce qui était pour moi fatigant, dysfonctionnant avant et qui va me permettre aujourd'hui de me mettre au cœur de ma vie, comme si je prenais en premier le masque à oxygène dans l'avion. On apprend à ça aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup mélangé l'égoïsme et l'égocentrisme. Alors l'égoïsme, ce n'est absolument pas un vilain mot, c'est au contraire partir à partir de soi, alors que l'égocentrisme, c'est partir à partir de soi et d'y rester, dans les sens de la sémantique grecque. Donc,
en fait, on diabolise le fait de prendre soin de soi pour pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres, en fait. Et le cancer, qu'il soit du sein ou ailleurs, parce qu'effectivement, majoritairement, c'est cancer féminin du sein, mais effectivement, il y a quand même d'autres cancers. Ça reste quelque chose où on va transformer cette aventure. Après, la question de mon Dieu, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est surtout qu'est-ce que j'en fais pour être et qui j'ai envie de continuer à être. Et les zones, justement, de contact, dans ces cas-là, la limite de notre possibilité d'accueillir l'autre, elles vont changer. Et ces frontières sont nécessaires, et physiquement et psychologiquement, pour traverser ce désert qui est le cancer, pour être en fait un alchimiste de Paulo Coelho, en fait. Oui, en tout cas, on ne peut qu'encourager les femmes à faire leur mammographie. Oui, bien sûr. Parce les que gestes plus c'est d'autopalpation pris tôt, aussi peuvent être absolument. un premier indicateur avant évidemment de faire une mammographie. Et c'est vrai qu'on a aussi le privilège de vivre en France avec une santé publique qui est assez bien organisée sur ces sujets-là. Donc autant en profiter quand c'est encore possible. Merci beaucoup Fleur Chéri. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Fantasme, un podcast qui explore les fantasmes de vos invités, qui est disponible évidemment sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Nous avons Catherine qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Catherine. Bonjour à vous et merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de vous écouter, Brigitte, et puis bien sûr quand vous invitez. Bonjour Catherine. Plein de choses. Eh bien Catherine, justement, vous pourrez poser une question après à Sandy Boulanger, mais d'abord vous allez répondre à 3 questions. Première question, vos seins, est-ce que vous aimez qu'on les embrasse, qu'on les titille, qu'on les pince, qu'on les caresse ou pas? Oui, bien sûr. Ça me fait même beaucoup d'effets. Beaucoup d'effets. Vous savez qu'il y a même des femmes qui ont des orgasmes quand on leur caresse les tétons. Hein, Ah oui, moi ça peut être électrique. Alors jusqu'à l'orgasme peut-être pas. Mais c'est un bon départ. D'accord, très bien. Deuxième question. Quelle est la partie du corps chez l'homme qui vous attire le plus et qui vous excite le plus? Pas forcément le pénis, parce que sinon c'est trop facile. Hein. C'est trop facile, d'accord. Je veux autre chose. Moi, ce que j'aime chez un homme, c'est ses mains, déjà. C'est fou. Toutes les femmes me répondent ça. C'est étonnant. Mais après, me dire que ça m'excite, non. C'est pas les mains qui vont m'exciter. Peut-être un beau torse. C'est vous, Brigitte, qui avez posé l'interdit de ne pas dire le pénis. Vous cherchez aussi qu'on vous réponde main. Mais non, mais c'est marrant parce que toutes les femmes, quand je demande qu'est-ce qu'elles regardent en premier chez un homme, ou etc., c'est toujours les mains. C'est peut-être plus difficile à avouer que c'est le paquet qu'on regarde à travers le pantalon qu'on devine, non? On ne regarde pas comme ça directement. Bon? On n'est pas obsédé. Enfin, ça voudrait dire qu'on est obsédé si on regarde le paquet? Un petit peu quand même. Pourquoi? Faut peut-être quand même... C'est politiquement correct de regarder plutôt les yeux et les mains? Mais non, mais je veux dire, moi je sais pas, non. J'aime les hommes et j'aime leur pénis. C'est pas, mais c'est pas ce que je regarde en premier, moi. Vous regardez ça en premier, Catherine? Non, mais je peux éventuellement avoir un petit œil quand même qui traîne. Vous voyez? Oui. Parce que c'est un grand débat. Ça doit être. On regarde déjà. Moi, j'aime bien le son de la voix aussi. Le son de la voix, c'est quelque chose de très important. Ah oui. C'est viril, hein, une voix d'homme. Hein. C'est... Bon, mais j'ai dû en voir trop, moi. Alors ça m'intéresse plus. Ça doit être ça. C'est la surstimulation sensorielle. Ça doit être ça. Il y a un moment. Hein, la vue a été surstimulée. On passe. Bon, et dernière question, tiens justement, Catherine, est-ce que vous êtes attirée un tout petit peu par les femmes? Alors non, pas du tout, parce que j'ai eu un partenaire un jour, qui voulait qu'on fasse une petite expérience à 3. Ouais. Donc j'ai voulu lui faire plaisir, mais après ça me rebute pas plus que ça, mais ça m'apporte rien. Ouais, c'est pas du tout votre orientation. Non. Mais vous avez su le faire quand même pour lui faire plaisir. Oui, je le fais pour lui. Non, ce qui me dérange dans une relation intime avec une femme, c'est sa peau trop fine, trop douce. Ça me gêne. C'est mou, hein, c'est pas dur, hein, c'est sûr. Voilà, il manque quelque chose. Hein. Je vous adore, Catherine. Voilà. Vous pouvez poser une question, Sandy Boulanger vous écoute. Écoutez,
J'aimerais, enfin, il y a une espèce de dualité chez moi de deux personnes. Une qui aime bien les relations et tout ça, et puis un espèce d'éducation, de blocage, de choses comme ça qui fait que le cerveau, enfin, j'ai l'impression qu'il y a en dessous le nombril et au-dessus du nombril. Et j'ai l'impression que des fois tout n'est pas bien organisé dans ma tête parce que je n'arrive pas à soutenir le regard d'un homme, j'arrive pas à... Je suis toujours très embarrassée, et ça m'énerve, je me pestouille. C'est mignon, pestouille. Voilà. Ouais, c'est un mot qui vient du Sud. Hein. Vous voyez, vous avez bien compris que c'est une histoire qui est dans votre tête. C'est cette frontière que vous marquez en dessous du nombril et au-dessus du nombril. Forcément, hein, le nombril, c'est la naissance, hein, donc c'est très culturel et l'éducation que vous avez reçue. Mais je crois que c'est intéressant d'écouter cette petite voix parce que lorsque vous baissez les yeux quand un homme vous regarde, j'aimerais que vous puissiez écouter qui parle dans votre tête. C'est qui parle et qui dit quoi, pour dire quoi. Quel juge en fait, parce qu'on a tous un juge intérieur, hein. Mais des fois ce juge intérieur, c'est pas vraiment nous, quoi. C'est ce qu'on a entendu, qu'on devrait penser. Oui. Et donc, dans ces cas-là, il faut écouter son juge intérieur. Et puis, vous savez, souvent, il a quand même beaucoup de conscience et de raison, ce juge intérieur. Donc, écoutez-le bien. Pourquoi vous devez baisser les yeux? Qu'est-ce que ça veut dire si vous soutenez le regard? Qu'est-ce que ça dit de vous si vous vous laissez regarder et que vous montrez que vous soutenez le regard? Que je suis une... Consentante. Non, voilà, je suis une fille de mauvaise vie. Enfin, une fille de joie. Très loin dans les propos que j'ai pu entendre. Hein. Mais c'est pas ça que ça veut dire pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... L'homme si vous soutenez le regard face à un homme, l'homme, il entend que vous êtes consentante. D'accord. Et vous êtes, vous imaginez que vous lui dites que vous êtes une pute. En gros, hein. Enfin, c'est la personne que je... Mais on voit bien. C'est moi. Mais oui, mais on voit bien que c'est quelque chose que vous avez appris toute petite, ça. Avoir du plaisir ou être consentante, aimer faire l'amour, c'est mal vu. Plutôt que d'être une femme joyeuse à avoir du sexe, vous sentez fille de joie... à être sexuée. Et pourtant, vous leur regardez le paquet, hein, d'après ce que vous m'avez dit, Catherine. Brigitte, quand même, un œil. Oui, non, mais c'est ce que je me suis toujours dit quand j'ai eu les premières relations sexuelles. Comment je peux, parce que j'ai eu un jour un ami qui était un voisin et tout ça, et on s'est vu dans l'intimité, mais il me dit, mais toi, jamais on n'aurait pensé... T'es une mère de famille, t'es machin, t'es trucs, mais non, ce qui se passe là, c'est le jour et la nuit de l'image que tu donnes. C'est ça, c'est que vous êtes une femme très honnête, mais une vraie salope, quoi. Mais éthique, s'il vous plaît. Une salope éthique. Mais non, du coup, Catherine... vous n'avez pas besoin de vous camoufler. C'est-à-dire que acceptez quand même que vous ayez cet attrait pour le sexe. Et puis, c'est pas pour ça que tout le monde va le voir et vous juger. Je suis sûre que vous allez réfléchir à ce que vous a dit Sandy et que ça va vous aider. Ça va faire sens. Merci Catherine, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous revenons sur le toucher, sur cet art du toucher. Je suis bien d'accord avec vous, Sandy Boulanger. Il y a l'art de la caresse. C'était le livre de Gérard Leleu. Et il y a le vôtre, l'art du toucher, aux éditions de la Musardine. Vous êtes sexothérapeute, vous savez de quoi vous parlez. Et on va écouter Bertrand. Bonjour Bertrand. Toute mon admiration. Je voudrais réagir sur plusieurs points. Oui, allez-y. D'abord, j'ai envie de vous dire que le toucher, c'est quand même devenu quelque chose d'extrêmement dangereux depuis MeToo. C'est-à-dire que toucher une femme aujourd'hui implique un véritable consentement de la personne en question. Oui, mais Bertrand, j'entends ce que vous dites et je comprends le sens de ce que vous dites, mais on ne peut pas dire que toucher une femme sans son consentement, ce soit autorisé. C'est très bien que MeToo l'ait dit de manière peut-être un petit peu forte et caricaturale, mais c'est quand même important que la femme soit d'accord qu'on la touche.
On est bien d'accord. Et alors, par rapport, justement, pour réagir par rapport à ça, j'avais envie de vous dire quelque chose. Bon, les zones érogènes, l'art de la caresse, tout ça, c'est très très bien, mais il y a un moment aussi magique qui est celui où une femme vous prend par la main. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où une femme vous prend par la main, je veux dire, ça veut dire qu'elle instaure une relation de confiance et que quelque part, elle s'accorde à vous permettre de franchir une première enceinte. Et ça, je trouve ça absolument majestueux. Je veux dire, parce que c'est vraiment une promesse sur des choses qui vont beaucoup plus loin. Mais le moment où une femme vous prend par la main, ça, c'est quelque chose de magique. Mais j'adore ce que vous dites parce que très souvent, c'est un conseil que je donne si on veut faire comprendre à un homme avec qui on a déjà des relations amicales ou professionnelles, on peut aller plus loin, c'est en effet de lui prendre la main. Oui, et de la prendre par la main en croisant les doigts. Ah, en croisant les doigts, il faut être très précis. Oui, Chez vous, oui. Non, mais je veux dire, ça va, si vous voulez, ça va plus loin. Et puis les propos que je pourrais tenir sur le corps d'une femme, enfin sur tout ce que ça peut avoir de sacré. Bon, enfin... vous voyez, oui, c'est de l'art, bon, alors, nous sommes d'accord. C'est l'art de toucher et d'être touché, alors. Oui, tout à fait. En sachant que, bon, ça peut paraître un petit peu surréaliste ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, le sommet de la création, le saint graal de la création, c'est le corps de la femme. On n'a rien conçu de plus beau et de plus parfait que cela jusqu'ici. Ça, c'est un point que je tenais à souligner. Et puis, par rapport à la distance, j'avais envie de vous citer cette petite réflexion d'un poète persan dont j'ai oublié le nom, qui disait « J'aime, donc je m'éloigne, je prends distance de révérence, il faut que les étoiles aient assez de place pour faire leur génuflexion. » D'accord, oui. Et le sous-texte, c'est quoi ? Le sous-texte, ça veut dire simplement, si vous voulez, que il faut savoir respecter la distance, il faut laisser l'imaginaire s'enflammer dans tous les sens du terme, et que parfois faire un pas en arrière, eh bien, c'est une manière c'est la manifestation, encore une fois, d'un immense respect, parce que je veux dire, on sait très très bien que certaines relations intimes sont liées par un désir brut. À partir du moment où vous reculez, vous laissez de l'espace à l'autre, ça sous-entend que vous la considérez, vous la respectez, vous lui accordez quelque part un petit peu. D'accord. Et vous le faites ? Est-ce que vous le faites, vous, Bertrand, pour vous ? Ce respect-là de votre défense, de votre périmètre. Oui ? Vous le faites pour vous aussi, du coup ? Par rapport à la femme ? Enfin, la défense de mon périmètre, alors, je vais encore vous dire deux choses. La première, il y a quelque chose que je déteste véritablement, c'est le culte de la bise obligatoire. Bon. Je trouve ça absolument révoltant de dire imposer sous le prétexte que les gens vous connaissent ou vous rencontrent dans une soirée. L'injonction de cette promiscuité qui dure quelques secondes ne présente pour moi pas d'intérêt. Donc vous vous laissez pas biser, donc vous tendez votre main vous aussi. J'aime pas ça. Je préfère tendre la main ou procéder à une inclination. Et alors, là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais les plus beaux moments que j'ai connus, c'était complètement... personne comprenait. Je veux dire, j'avais noué une relation amicale avec une dame que je croisais sur un tapis de salle de musculation. Il y avait toujours un bon mètre entre nous deux. Et je veux dire, c'était assez comique parce qu'on parlait parfois de sujets très sérieux. Elle était amoureuse de la Chine et moi des romantiques allemands. Je veux dire, et entre deux séries d'abdos, on parlait comme ça. Mais il y avait toujours un mètre entre nous, il y avait toujours un bon mètre entre nous, et cette distance-là, on la franchissait pas. Et c'est vrai que moi, personnellement, en tant qu'homme, je veux dire, la promiscuité, je veux dire l'injonction d'être trop près, trop vite, c'est pas perçu comme un viol, ce serait bien excessif,
mais tout de même comme une atteinte à mon intégrité à la fois physique et mentale. Ben oui, vous aussi, vous pouvez lancer un MeToo si vous voulez, hein, parce que bien sûr que les hommes ont besoin de ce périmètre-là aussi, de votre intégrité physique et mentale. Si vous voulez, je veux dire, il y a j'ai commis d'énormes erreurs de communication. Si vous feuilletez un ouvrage consacré au savoir-vivre, je veux dire, on vous dira toujours que la distance standard entre des gens qui ne se connaissent pas, c'est 1,60 m. Alors bon, fort de cette information, moi personnellement, je l'ai prise très au sérieux parce que j'ai dit, oh là là, à plusieurs reprises, je me suis trop rapproché, trop vite, j'ai été 1,60 m, ça me paraît beaucoup, oui. Bon, 1,60 m, c'est peut-être beaucoup. C'était à quelle époque, dans les codes sociaux? Écoutez, je pense quand même que de toute façon, ces codes ont été écrits à une époque où la contraception n'existait pas. Donc, on a encore. Oui, mais enfin, à moins d'un mètre, on risque pas non plus de se reproduire, hein, Bertrand. D'accord. Non, mais là, si vous voulez, je vous livre mon ressenti en toute oui, bien sûr. Non, mais je suis assez. Vous savez, moi, j'aime la sexualité, j'aime la tendresse, mais pas n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. On est bien d'accord. La sexualité. Parce que la sexualité, si vous voulez, pour moi, mais à 1,60 m, c'est difficile. Hein. Comment ? C'est une grande zone de sécurité, là, 1,60 m. Bon, alors, j'enlève le 1,60 m. On va dire simplement quand même que la sexualité étant le sommet de la création, je veux dire, c'est pas quelque chose qui peut être banalisé et avili. Voilà. D'accord. Oui, mais on entend votre. Vous l'avez dit, hein, vous êtes un romantique, hein, Bertrand. Oui, c'est sacré. Et merci de ce témoignage parce que c'est vrai que on doit laisser la place à tout le monde et respecter et c'est le but de cette émission, hein, Sandy Boulanger. C'est important d'entendre Bertrand qui donne son avis de manière très claire et je pense que ça a vraiment du sens. Et c'est très important de pouvoir avoir un témoignage d'homme justement sur ça, sur son périmètre de sécurité. Parce qu'on parle toujours envers la femme. Merci à vous de votre partage d'intimité, c'était vraiment intéressant. Merci docteur et bonne soirée à vous. Merci Bertrand. Avant de donner la place aux infos, on va évidemment vous donner une petite devinette. Sandy Boulanger, qu'est-ce qu'il faut répondre à sa femme pour gagner du temps et ne pas provoquer de conflit? Vous ne savez pas, hein? Pas encore. Eh bien, vous aurez la réponse évidemment après les infos. On continue avec vous, bien sûr. Venez nous raconter quelle est votre zone de sécurité au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer le toucher avec vous. Sandy Boulanger, vous êtes sexothérapeute et vous avez sorti ce livre, L'art du toucher, aux éditions de la Musardine. Vous parlez aussi dans des différentes religions, des différentes cultures et forcément ça a aussi une influence. Il y a des pays où on se touche, on est plus touche-touche que d'autres. Et ça a forcément aussi une influence sur notre capacité à accepter d'être touché ou pas. Exactement, ça crée un cadre de normes sociales en fait. Hein. Donc dans le sud-est de la France, quand on se dit bonjour et qu'on se met une main sur l'épaule, c'est moins bien vu si on le fait à Strasbourg par exemple, alors que pourtant il n'y a pas d'intention sexuelle derrière, mais effectivement ces normes sociales ne sont pas identiques en fonction de notre culture. Des fois la culture c'est même le département. C'est pas forcément toujours un pays différent. Oui, bien sûr. Et le nombre de bises, suivant les régions aussi, moi je suis toujours étonnée parce qu'il y a des gens, il faut absolument en faire 3 ou 4 ou 2. Bon, ça va quoi. Oui, mais on sent que c'est important. Oui, c'est un groupe d'appartenance. Vous comprenez, c'est vraiment en psychologie sociale, c'est fondamental d'avoir nos propres règles. On appartient à ce groupe-là, donc on peut soutenir. C'est ça qu'il y a derrière aussi, ces codes sociaux. Hein. Eh bien, on continue avec vous, bien sûr, à évoquer tout ça, mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle réponse faire à sa femme pour gagner du temps ? Oui. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, chérie. Et on gagne du temps parce que de toute façon, voilà, c'est une blague. Ce que femme veut. Bien sexiste, trop mignonne. Ben oui, mais moi, c'est vendredi, c'est permis. Je continue. Bonjour Fabien. Fabien, pardon. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Alors, vous êtes très tactile, je crois, Fabien. Oui, je vous entends, on vous entend. Sandy vous entend. Bon,
Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit clin d'œil. 69, c'est une année érotique. Oui. Bientôt bon anniversaire alors. Ah, je vois. Vous avez vu. Voilà. Enfin, je suis pas pressé de prendre un an de plus quand même, Fabien. Non, mais il est en cours. Oui, c'est ça. C'est pas le suivant. Bien. Oui, alors, je vais peut-être démarrer un petit peu sur les bisous. Oui. Parce que moi aussi, j'ai pas mal d'amis, et puis il y en a une, elle vient du Canada, l'autre, il a grandi entre la Bretagne et Tahiti, mais c'est un gars, mais non, les bisous, non. Et puis, mais par contre, plein d'autres, ça marche. 2, 3, 4. Moi, je suis très bisous, ça va. Bon. Mais celui qui veut pas de bisous, vous le respectez. Évidemment, sinon... Bon, tout va bien. Mais quel sens ça a, du coup, pour vous, ces bisous que vous donnez à vos amis, les hommes, les femmes? Quel sens vous y mettez, vous? Alors moi, c'est un sens de signe, d'affection. C'est ça, c'est une preuve que vous aimez bien cette personne. Et du coup, quand on veut pas recevoir une bise de vous pour dire bonjour, est-ce que vous le prenez un peu contre vous? Non, pas du tout. Ok. Bon. Et dites-nous, oui. Vous êtes, excusez-moi, parce qu'il y a Brigitte, et vous êtes... Sandy Boulanger. Je suis sexothérapeute. Oui, sexothérapeute. Je suis psychomotricien. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps on a, mais moi, je voulais vous dire des petites choses, puisque j'ai quand même réfléchi un petit peu. On vous écoute, allez-y, vous avez tout votre temps, Fabien. Eh ben, c'est très gentil. Fabien. En fait, l'histoire du toucher, ça démarre tout petit. Oui, c'est-à-dire intra-utérin. Du ventre. Ah, même avant. Oui, même avant. C'est le premier moi, je sens. parle du tout. Oui, mais justement. Mais moi, je veux dire, après la naissance, et je vais vous faire quand même quelques petites références importantes. Winnicott, comment l'enfant est porté, c'est le holding. Comment l'enfant est manipulé, c'est le handling. Et comment on présente au tout petit les objets. C'est l'object presenting. Bien. À partir de là, ce que je veux dire, c'est que le toucher est constructeur du corps propre. Là-dessus, vous avez Anzieux qui a développé un concept. Alors attendez, que tout le monde comprenne, Fabien, c'est important ce que vous dites, mais pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que la manière dont on va toucher l'enfant, le faire toucher, etc., ça va lui permettre de mieux comprendre son corps. C'est bien ça que vous voulez dire? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux choses en fait qui donnent à l'enfant sa consistance corporelle. Il y a deux choses qui se lient, c'est le portage, le toucher par la peau, c'est-à-dire quelque chose de contenant, et puis ça s'associe, c'est-à-dire que vous voyez bien la peau, c'est une enveloppe. Oui, c'est une enveloppe qui est... Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et je pense que c'est important de pouvoir préciser aussi pour ceux qui nous écoutent que là, vous abordez effectivement deux choses. D'un côté, sur ce qui est de Winnicott, qui est de la psychologie, et de l'autre, Anzieux, c'est de la psychanalyse. Donc il y a un endroit où effectivement, ce moi peau, il est tout aussi réel que imaginé. Tout à fait. Mais c'est important qu'on puisse clarifier ça, effectivement. Dans notre zone de confort, justement, c'est qu'il y a ce contact et il y a surtout aussi cet imaginaire autour de nos frontières. Alors, je suis tout à fait d'accord pour la place de l'imaginaire à donner dans l'expérience. C'est fondamental. Alors, je voudrais parce que on a parlé, par exemple, il me semble, des doigts sur le cuir chevelu, dans les cheveux. Oui. Alors, je vais y revenir. Parce que j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Allez-y, dites-le, oui. Oui,
Alors. Oui, Fabien. Oui. Ben, c'est simple. Qu'est-ce que... C'est-à-dire, je reprends toute zone du corps et je dis à côté des orifices, hein, c'est-à-dire des orifices qui jouissent, à entendre, à voir, à s'entendre, à parler et la suite. Bon, à côté de ça, la peau qui relie tout ça a quelque chose de très particulier. C'est que d'un côté, elle a une fonction contenante, hein, de frontière, hein, entre l'intérieur, l'extérieur, etc., de barrière. Bon. Mais en même temps, elle est susceptible d'être excitée. Exemple, les guilis. Vous voyez bien que, ou même un petit peu dans le cou, ça peut ouvrir quelque chose de la peau. Mais Fabien, on va pas faire un cours. On va finir. Mais je finis sur le cas du cuir chevelu, puisque en fait c'est rigolo quand même. Hein, c'est pas la peau, on appelle ça cuir. Oui, allez-y. Oui. Mais moi, ce que je sais, ce que je vous confie de mon enfance, c'est que sûrement que j'ai adoré les mains de ma mère dans mes cheveux, comme ça se fait pour tout enfant. Ce qui est d'ailleurs en Chine. D'accord. Parce que vous aimez particulièrement qu'on vous caresse le cuir chevelu, c'est ça? Pas du tout. Ça dépend. Oui, non, pas particulièrement. Non, mais est-ce que vous pouvez conclure, parce que sinon on ne comprend pas. Je conclus simplement sur ceci, c'est que si vous réservez votre cuir chevelu, les doigts dans les cheveux à votre partenaire uniquement, c'est que ça vous fait des frissons. Et que, en fait, dans le cuir chevelu, hein, quand on passe les doigts, ce n'est pas du tout comme la peau. Ça peut faire des frissons. Et là, on est dans l'excitation. Et l'excitation, l'érogénéisation, ça peut être réservé, justement. Sauf quand on n'est pas enfant. Du coup, voilà. Quand on est enfant, effectivement, il n'y a pas cette excitation sexuelle de la mère qui passe la main dans les cheveux. Ouais. Bien sûr. Mais vous savez très bien que la succion, entre le sein et la sexualité adulte, a des liens. Oui, merci en tout cas Fabien de votre cours sur la peau et sur le cuir chevelu. Dans un instant, on va faire une petite pause et puis dans un instant, Sandy Boulanger, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, évidemment, vous aurez la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Sandy Boulanger, sexothérapeute, autrice de L'Art du toucher aux éditions de la Musardine. Vous voulez réagir au témoignage de Fabien, qui était peut-être un peu confus Oui, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'émotions derrière aussi. C'est pour ça qu'il y a une sorte de confusion. C'est que parfois, le toucher, le contact que l'on peut recevoir enfant est tellement extraordinaire qu'on a du mal à pouvoir le retrouver à l'âge adulte parce qu'un enfant a un toucher pur, en fait. Il n'y a pas de sexualisation quand on est touché, quand on est enfant. Mais peut-être que ce toucher a pu être sexualisé par les adultes et c'est après, du coup, confusant. Donc, cette histoire de cuir chevelu, de frissons, d'excitation, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup besoin de comprendre. Quand on vit des choses difficiles, on a besoin d'amener parfois de la rationalisation, de la compréhension, du cours de la logique. Et c'est un peu théorie. Ce que j'ai entendu. Exactement. Oui, absolument. Ça contient la théorie. Là, c'est plus du moi-peau. Leslie est avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour votre invité. Bonjour Leslie. Sandy Boulanger qui est avec nous. Alors racontez-nous ce que vous aimez toucher ou être touché. Oui, moi c'était plutôt dans la contradiction avec mon conjoint qui lui n'aime pas être touché au niveau de son anus. Et donc, Et donc ça fait... Oui.
Oui, mais ça c'est c'est assez fréquent chez les hommes. Hein. Oui. Plus que chez les femmes. C'est le seul que j'ai connu qui n'avait... Nécessairement, c'est pas possible pour lui, il le fera jamais, il voudra jamais le faire. Et en fait, je suis un peu mitigée parce que je sais qu'on entend le mythe du point G à cet endroit-là. Et d'un autre côté, en tout cas, selon mes dogmes, moi, ça me dérange pas parce que je trouve que ça... Lorsque je l'ai fait à d'autres hommes, je trouvais que ça cassait un petit peu de leur virilité. Donc, ça me dérange pas en soi. Mais si on parle du toucher, lui, en tout cas, c'est impossible pour lui. Bon, alors, du coup, vous allez être contente d'apprendre, Leslie, qu'on peut faire vibrer la prostate, pas seulement en introduisant son doigt ou un objet dans l'anus, on peut aussi le solliciter au niveau, justement, du périnée, donc ce qui s'appelle le scrotum entre les testicules et l'anus. C'est-à-dire que si vous pressez avec votre pouce à cet endroit-là, dans un moment... de fort plaisir pour votre partenaire, eh bien, ça va quand même, de toute façon, parce que c'est une zone qui est très musclée, ça va venir forcément presser de toute façon sa prostate. Après, j'ai envie de vous dire pourquoi c'est important pour vous d'aller lui stimuler l'anus, en fait, si lui, c'est non. Non, en fait, ça m'importe peu, mais c'était juste parce qu'on entend tellement partout que c'est le point G, j'ai l'impression que c'est un loupé en soi. Alors, le point G, ça concerne les femmes. Chez les hommes, on appelle ça le point H comme le point P, pardon. Ah oui, sinon H c'est hémorroïde. Pardon, le point P, pardon, comme prostate, vous avez raison. Donc c'est important de remettre juste les mots, parce que sinon il y a des auditeurs qui ne vont plus rien comprendre. Mais oui, c'est-à-dire que vous auriez envie de lui offrir une extase plus importante, et ça vous ennuie de ne pas pouvoir lui offrir, quoi. C'est ça, si je comprends bien. Exactement. On est dans la curiosité mutuelle, en général, on se cherche constamment. Et donc, je me suis dit, mais mince, ça se trouve, ce petit truc, si je lui tenais ça, il connaîtrait autre chose. Donc, oui, mais commencez. Mais si vous allez voir commencer comme ça, effectivement, ça va être une autre sensation pour lui. Donc, il faut quand même bien préparer sa position, hein, quand même. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est une posture où vous aussi, vous êtes à l'aise pour pouvoir effectuer cette pression au niveau de son scrotum et de son périnée. Mais il faut que vous soyez, vous, à l'aise et que vous puissiez accompagner sa respiration avec la vôtre. C'est une synchronisation qui aide aussi à décupler les plaisirs. Et puis, vous allez voir que lui, il va sentir quelque chose de différent dans sa sensation orgasmique. Et puis, peut-être qu'il acceptera un jour que vous vous approchiez de cette zone-là ou pas. En tout cas, vous allez découvrir de nouvelles sensations par une stimulation externe, déjà. Eh ben, je vais essayer. Oui, et dans puis quel contexte, parce qu'après, il y a une question de position. Personnellement, moi, je le vois pas se mettre à califourchon, mais peut-être en même temps. Vous pouvez imaginer qu'il est sur le dos. Ouais. Et que du coup, vous êtes devant, entre ses jambes ouvertes, écartées, comme une position de missionnaire, mais inversée. En fait, c'est vous qui êtes dessus. Et puis, vous pouvez avoir une pratique plutôt masturbatoire, donc soit sa main, soit la vôtre. Et en même temps, du coup, vous effectuez cette pression au niveau de son scrotum. Ouais. Mais l'idéal, ce serait même qu'il soit à quatre pattes, mais ça, je pense que ce sera difficile de lui faire comprendre pour l'instant. Mais c'est toujours intéressant aussi, Leslie, de le questionner. Quel est le danger si vous allez toucher cette zone ? Je pense que c'est juste une limite. Une limite, même si c'est vrai que on pourrait dire oui, mais pourquoi avoir peur ? Ça ne veut pas dire qu'on change d'attirance pour le sexe, on va dans cette zone-là. C'est la peur de l'homosexualité, vous croyez ? Oui, moi je pense que c'est ça. C'est possible, oui, bien sûr, c'est très fréquent. De toute façon, que ce soit lui ou comme je vous ai dit, comme moi. Moi personnellement, même s'il est vrai, mais que je l'ai déjà fait avec d'autres hommes, mais ça me dérangerait de le lui faire. J'aimerais pas, je l'associe ça comme si ce que vous n'aimeriez pas, c'est le prendre avec un god ceinture, c'est ça ? Aussi, mais que ce soit mon pouce ou mon index. J'aimerais pas avoir ce rapport-là avec mon époux. Et donc, c'est pour ça que je voulais... tout va bien, alors. Oui, ça vous rassure qu'il n'ait pas du tout envie que vous jouez avec ça, mais vous aviez envie de lui offrir un orgasme prostatique, mais surtout, vous ne voulez pas y toucher. Tout à fait. Mais on doit bien s'amuser avec vous, Leslie, quand même. Hein, ouais, on s'amuse bien. Parce que du coup, vous comprenez ce que vous dites, hein, que vous voulez faire essayer quelque chose que vous ne voulez surtout pas faire. D'accord ?
Mais il y a la technique du coup du périnée, on va essayer comme bah oui, ça, là, avec ça va une être, voilà. gâterie et le pouce Exactement. qui appuie. Ouais, on va essayer Qui est comme ça. d'ailleurs pas une gâterie, hein, c'est aussi une érotisation extraordinaire, hein, la masturbation. Ah oui. Oui, c'est pas une gâterie. Enfin, je veux dire, Non, c'est je pas veux une dire, cerise je sur le pouvais gâteau. coupler ça, Ouais. je pouvais coupler avec la gâterie et en dessous l'appuyer sur le périnée ou effectivement masturber et mettre avec le périnée. En deux, je vais voir, on va être créatif. Mais je vais essayer de t'aider. Oui, ben, vous allez certainement lui procurer quelque chose de voluptueux, oui. Mais Ça, oui. Enfin, ça dépend parce que c'est parfois, c'est toujours pareil. Si l'homme n'est pas disponible à la caresse, il se passera peut-être pas grand-chose, mais au moins ça vous permet d'aller explorer quelque chose de nouveau. Et il me semble que c'est un petit peu votre envie. Vous êtes une curieuse finalement, Leslie. Oui. Et puis, si jamais vous avez peur d'avoir une tendinite, vous pouvez toujours essayer avec un anneau pour pénis et testicules. Et il en existe même où ça va venir vibrer derrière les testicules, donc au niveau du scrotum. Donc là, en plus, il y a cette vibration de cet objet qui pourrait être très aidant et rigolo entre vous. Intéressant. J'ai déjà essayé, mais c'est vrai que peut-être j'ai pas encore la main, mais. Cela dit, avec un vibromasseur pour femmes, vous pouvez aller titiller cette zone, pourquoi pas. Hein. Oui, mais à l'extérieur, hein, du coup. Hein. C'est bien ce que je voulais dire, oui. Mais l'idéal, ce que dit Sandy et qu'il faut bien entendre, c'est qu'en fait, il faut quand même appuyer, comme si on voulait remonter le périnée jusqu'à la prostate. Vous voyez ce que je veux dire, Leslie ? Donc ce serait une pression et je remonte, c'est pas juste je reste dessus et je masse. Non, je remonte. absolument. Ouais, c'est pour ça que je vous parle de tendinite, ouais. Faut y aller un peu, quoi. Et puis il faut laisser le temps aussi, voilà, de sentir les sensations. Bien sûr. Donc c'est pas le bouton magique. Non, je vais pas me poser. Bon, écoute, mets-toi comme ça, on va appuyer, on va regarder ce que ça fait. Mais oui, dans le. Il faut découvrir, Ouais. voilà. Et puis vous en profitez pour caresser aussi les testicules et puis pourquoi pas les fesses. Enfin, voilà, faut s'amuser. Faut que ça soit un jeu. Comme vous avez l'habitude de faire, du coup, c'est ça. Hein, vous aimez bien explorer les choses tous les deux. Oui, mais pas bien. son anus, voilà. C'est ça. Eh bien, merci pour cette leçon de toucher qui n'est pas différente que j'ai essayé. Merci à vous. Vous nous raconterez, c'est éventuellement. Vous avez toutes les vacances pour essayer. On se retrouve à la rentrée et on veut un compte rendu. C'est sûr. Je parlerai un peu plus dans les aigus, peut-être. Détendu différemment. Merci beaucoup. Merci de votre bonne humeur, en tout cas, Leslie. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause. On va se retrouver pour un Love Conseil. Je vous propose 3 principes pour faire durer son couple. Et nous accueillerons Didier Mellerand. Vous le connaissez peut-être si vous connaissez le Psychodon, qui nous revient avec un livre musical. On se retrouve dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sandy Boulanger, on a envie de faire durer son couple. Donc, j'ai préparé ce Love Conseil avec 3 principes qui permettent de faire durer le couple. Alors, premier principe, vouloir d'abord que ça dure et le meilleur pour son couple. En tout cas, avoir envie de devenir meilleur ensemble. Et c'est important parce que ça se travaille, ça. Oui. C'est une décision en fait à chaque fois. Hein. On a l'impression que voilà, ça se fait tout seul, mais ça se décide à 2. Même s'il y en a un qui peut mettre plus d'énergie, c'est quand même une décision à 2. Deuxième principe, même s'il y a des divergences entre vous, il faut être capable de s'intéresser à ce qui se passionne l'autre et puis avoir quand même des intérêts communs. Moi, je remarque que par exemple, un animal de compagnie, ça peut devenir un lien solide entre les partenaires, mais ça peut être une passion, ça peut être une occupation commune. Oui. Alors, les enfants, certes, mais c'est quand même autre chose. Donc, pour moi, je les exclus de ce que j'appelle ce deuxième principe. Et troisième principe, un soutien réciproque, aider son partenaire à se réaliser, à accomplir ce qui est important pour lui, savoir lui dire ce qu'il fait de bien, mais aussi savoir l'aider quand il prend une mauvaise piste, ne pas hésiter à lui signaler, alors évidemment de manière sympathique. Mais oui, c'est dans le fond, moi je suis complètement d'accord. La solidarité dans le couple, c'est d'ailleurs une chose très difficile à maintenir. Mais c'est essentiel. Ouais.
D'accord. Et nous avons le plaisir de l'accueillir, Didier Mellerand. Bonjour. Bonjour Brigitte, je suis toujours très heureux de vous voir et c'est pas failloté. Non, mais c'est vous, réciproque. Vous partagez de la vie. Alors, vous êtes au départ journaliste, vous êtes ensuite expert en santé mentale et surtout fondateur du Psychodon, qui est quand même quelque chose de formidable que vous avez créé et qui va passer sur France 2 maintenant. Hein, oui, on a fait 5 Olympias avec les plus grandes stars de la pop. J'ai eu le plaisir de vous recevoir sur un plateau de télé. La dernière fois, oui, j'étais venue, c'était très impressionnant de monter sur la scène de l'Olympia pour parler de la santé mentale. En tout cas, vous l'avez raconté dans un autre livre, hein, votre parcours, votre frère schizophrène, etc. Il faut toujours le rappeler, hein, en France, on est tous concernés par la santé mentale, parce que si ce n'est pas nous, c'est un proche, hein, ou un ami, et c'est un sujet qui est délicat, parce que c'est quand même une maladie, quand on a un problème psychique. Et en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut guérir. 12 millions de personnes sont concernées par un trouble psychique en France, vous le savez. Je vous entendais parler du couple. Parfois, le couple est aussi à l'épreuve de la maladie psychique de l'autre, du conjoint ou de la conjointe. Bien sûr. Lorsque celle ou celui qu'on aime traverse un épisode dépressif, ou vit avec une dépression chronique ou avec une bipolarité. Et l'expérience de l'autre avec cette maladie, avec cette perturbation psychique est une opportunité pour l'amour aussi, et c'est une opportunité de vie de regarder l'autre avec sa différence et de se dire comment on va faire ensemble. Moi, ce que je remarque aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Sandy Boulanger, mais je remarque que quand quelqu'un a une fragilité psychique, qui n'est pas forcément une maladie, mais une fragilité, le fait d'être en couple, ou en tout cas d'être entouré par de la famille, ça soutient beaucoup. Et je trouve que dans notre société, où les gens sont de plus en plus éparpillés, je trouve que c'est d'autant plus un sujet important. Oui, c'est du moi-peau, hein. On revient sur la psychanalyse et en yeux, mais du coup, dans cette pratique concrète aussi du toucher, et on arrive vraiment dans tout ce qu'on s'est partagé aujourd'hui sur nos zones de confort et d'inconfort, de proximité, de contact. Je pense que dans la santé mentale aussi, c'est très important de prendre en compte que ça peut être un vrai contenant aussi, au-delà des mots, avec un O et AU, de pouvoir avoir un contact physique. C'est ce qui peut être le réceptacle de toutes les émotions et de toute l'horreur que l'on peut vivre autour. Oui, et puis le corps nous parle de notre santé mentale. Vous connaissez bien les expressions « j'ai la gorge nouée ». Bien sûr. Ça peut empêcher d'être à l'autre. J'ai la boule au ventre. Mais en fait, ce corps, on peut l'entendre à travers les mots qui nous sont dits et qui nous parlent de la santé mentale de l'autre. Et si c'est pas facile, il y a des vecteurs, des activateurs des stigmatisations. C'est pour ça que nous avons choisi la pop et que nous avons fait 5 Olympias et que je publie 50 chansons pour la santé mentale. C'est parce que les chansons nous ramènent toutes à notre inconscient collectif, à notre histoire, à une rencontre, à un slow, à une valse, à une joie où on a mis la musique à fond dans la voiture. On a tous un souvenir avec une chanson et ça peut nous aider à être avec l'autre parce que c'est facilitant de passer par les paroles et la musique. Et si on a du mal au toucher, on peut déjà tenter de chanter ensemble. C'est facile et c'est un beau prétexte pour être avec l'autre. En tout cas, la musique, on le sait, hein, est aussi un bon moyen d'aller mieux. Et donc justement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, 50 chansons pour la santé mentale. C'est aux éditions RS, c'est en partenariat avec le Psychodon, évidemment. C'est distribué partout par le groupe Gallimard que nous saluons. Absolument, et c'est un livre qui a ce mérite de faire comprendre à quel point une chanson, et d'ailleurs il faut absolument que je vous présente Christophe Médicis qui a sorti un livre sur les chansons et nos missions de vie, et je crois que vous allez vraiment vous entendre parce que c'est quelque part les chansons qu'on aime, bien ça parle de nous, et c'est ce que vous dites, enfin c'est ce que vous écrivez finalement dans ce livre. Vous avez pris 50 tubes de chansons françaises. Oui,
Oui, d'Édith Piaf à Jodassin, à Orelsan, à Maître Gintz ou à Angèle. Et toutes, j'ai essayé de les observer par le prisme de la psy, à regarder ce qu'elles nous disent de notre santé mentale, à ce qu'elles nous disent de nous, à ce qu'elles nous disent de notre relation au monde, de notre relation aux autres. Et il y a, vous parliez du couple, autant de chansons que d'histoires. Quand Dalida nous chante « Il venait d'avoir 18 ans », quelle Cougar belle histoire. avant l'heure. Cougar avant l'heure, exactement. Oui. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous les avez mis par ordre chronologique et on voit bien l'évolution de notre société. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Quand Charles Trenet, il y a très longtemps, chantait « Il y a de la joie », moi, j'ai pas l'impression ce week-end qu'il y a beaucoup de monde qui chantera « Il y a de la joie ». L'émotion positive de Il y a de la joie de Charles Trenet, oui, on aimerait bien une chanson comme ça qui sortirait et qui ferait un vrai tube. Mais parce que je pense qu'à l'époque, ça a beaucoup soutenu. Oui, sans doute. Qui chante ça? Peut-être que nous sommes dans une période où nous pourrions, je ne sais pas quelle chanson vous choisirez, mais où on pourrait évoquer Désenchanté de Mylène Farmer, parce que peut-être que c'est ce qu'il se passe en trame de fond. Mais vous, Brigitte, qui est d'ailleurs, c'est une chanson qui date des années 90, je crois. Oui. Et elle est intéressante, cette chanson, parce qu'en effet, elle annonçait ce qui est en train de se passer depuis les années 2010 à peu près, et le Covid a remis encore un coup sur ce désenchantement des adolescents. Alors moi, oui, vous m'avez demandé de choisir une chanson. Quelle chanson vous choisiriez? Alors en fait, j'ai choisi une chanson d'abord que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle vieillit très très bien. C'est la chanson de Juliette Gréco, Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter. Et quand on écoute les paroles, en fait, elle a pas pris une ride, cette chanson, parce que c'est une chanson où c'est la femme qui décide. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça rejoint votre sujet d'aujourd'hui du toucher. Aussi, ce toucher de la sensualité. Prenons le temps, oui. Ça, de l'effeuillage. Touché, oui. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est cette pudeur extravertie que vous pouvez avoir aussi. Brigitte. Oui, et Brigitte là, elle a aussi une pudeur extravertie qui est très contraste. Et Juliette Gréco avait cela aussi. Je signale que dans les livres, parce que à la fois vous expliquez la chanson, ce qu'elle signifie sur le plan humain, psychique, et ensuite vous donnez des conseils de lecture. Alors, c'est parce que vous n'aviez pas encore rencontré Sandy Boulanger, parce que vous donnez comme conseil de lecture Françoise Solem, Éloge de la caresse. Ah bah oui, qui a fait des poèmes magnifiques, mais je le cite d'ailleurs dans mon livre là qui sort, parce que c'est magnifique ce qu'il décrit. Ouais. C'est de la poésie, mais c'est toucher et être touché, au-delà des 5 sens qu'on connaît d'ailleurs. C'est fascinant. Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, L'éloge de la caresse. Aimé. Je trouve qu'il y a une invitation au toucher qui est une invitation très particulière qui nous demande à tous aussi, et peut-être aux hommes que nous sommes, un apprentissage, un effort, parce que nous n'avons peut-être pas grandi en étant, en tout cas c'est peut-être mon sentiment, en étant éduqués à la caresse. On a dû apprendre, et en fait ce sont les femmes qui nous ont appris. Oui, bien sûr, mais on est quand même encore dans une culture, dans une éducation où on se touche pas trop, et avec les rapports hommes-femmes qui sont compliqués aujourd'hui, je dirais que ça s'arrange pas trop, alors que en fait, se toucher, c'est indispensable. On a besoin d'être touché. Et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure, là, je vous pose la question à tous les deux, Didier Melleran, Sandy Boulanger, dans quelle mesure des problèmes psychiques ne peuvent
pas venir aussi d'un mauvais toucher ou d'un manque de toucher? Si, ça on le sait quand même. Il y a eu Bien énormément d'études qui ont été faites dans les années 50-60 dans les orphelinats aux États-Unis ou dans les pays de l'Est. Des enfants qui ne recevaient que des soins primaires basiques sans aucun contact avaient des retards de développement moteur, des troubles psychiques. Donc le fait d'être touché, mais d'être mal touché, fait des ravages qui sont d'ailleurs en psychothérapie dans les cabinets très complexes à déceler parce que justement, les personnes souvent décrivent une enfance géniale, parfaite, fabuleuse. C'est vraiment quand on va après dans le pli de la pâte du millefeuille qu'on se rend compte effectivement que ces touchés n'étaient absolument pas constructeurs ni sains. Ni fondateur parfois. Ben oui. Parce que vous savez bien que la façon avec laquelle la mère a touché l'enfant dès la naissance, comment elle l'a porté? Avec force, avec caresse, avec tendresse, comment le père l'a porté, l'a touché, l'a présenté au monde. C'est cela qui va faire de nous des êtres plus ou moins sécures, plus ou moins aimants. Donc les premiers touchés sont évidemment fondateurs de ce jeune être qui se développera. Et pour revenir à la musique et à la chanson, le toucher est une expérience à travers la parole et la musique des chansons. C'est l'occasion de danser et de se toucher. Quand on danse un rock, il y a des touchés. Quand on danse un slow, il y a des touchés. Et ces touchés-là sont extrêmement très subtils, mais en même temps, ils sont très intéressants pour la santé mentale. Cela déploie des émotions, et nos émotions, c'est du déploiement d'hormones, des hormones de bonheur, des hormones qui nous donnent envie d'être heureux, de danser, d'être amoureux. Donc, il ne faut pas hésiter et ne pas éviter la danse, le toucher. Et j'ai pris une chanson qui s'appelle « Viens danser », enfin, sous les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier, parce qu'elle marche tout le temps, celle-ci. Je suis sûr que rien qu'en vous donnant le titre, vous entendez les paroles et les musiques. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison, Didier Malrand, il n'y a pas que les mots qui peuvent faire aller mieux, il y a la musique, il y a la danse, et c'est important. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. On continue à essayer de vous toucher, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Sandy Boulanger à l'occasion de ce livre formidable, L'art du toucher, aux éditions de la Musardine. Et puis on essaye d'aller mieux en chantant. Didier Malrand est avec nous. On vous connaît, vous étiez d'ailleurs sur Sud Radio l'année dernière. Vous allez, j'espère, revenir. Et vous êtes en tout cas là pour la sortie de ce joli livre tout rose, 50 chansons pour la santé mentale. C'est aux éditions RS. Et vous abordez 50 grands tubes et vous nous expliquez le sens de l'humain grâce à ces chansons. Par exemple, Place des grands hommes de Patrick Bruel, ça permet de devenir ce qu'on doit devenir, qui on est. Un homme heureux de William Scheller, c'est le choix du bonheur. Enfin bref, y a Ma liberté de penser, Florent Pagny, je pense. Donc je suis une très jolie chanson. J'aime beaucoup cette chanson de Florent Pagny aussi. Et puis à chaque fois, vous donnez des conseils de lecture. C'est un livre qu'on feuillette comme ça, on ne le lit pas évidemment du début à la fin, mais de temps en temps, tiens, j'aime beaucoup cette chanson, et puis on la lit et on découvre pourquoi on l'aime beaucoup, parce que finalement ça parle de nous. Tiens, je vous propose, Sandy Boulanger, de feuilleter le livre et puis de dire à Didier Malrand quelle est la chanson que justement vous aimez. La chanson de votre choix. Voilà, choisissez une chanson, on vous laisse le temps de choisir. La santé mentale, c'est un sujet qui vous touche, que vous avez investi totalement, Didier Malrand. On a tous autour de nous forcément des gens qui vont pas bien parce que psychiquement ils sont abîmés, ou ils ont une maladie. Quel conseil vous avez envie de donner à nos auditeurs? Quel premier conseil basique que vous aimeriez donner? Ce que vous faites, il faut en parler. Surtout, ne pas rester dans le déni. Alors, vous pouvez, si vous l'entendez, appeler Brigitte Lahaie, mais vous pouvez aussi appeler des numéros d'écoute. Il y a des numéros d'écoute. Lorsque vous êtes confronté à des situations graves, parce que votre conjointe va mal et que le suicide vous semble en trame de fond. Vous savez, c'est un suicide abouti toutes les heures.
en France. Oui. Une tentative de suicide toutes les 3 minutes. Donc il y a le 3114, vous composez le 3114, 24 heures sur 24, parce qu'il faut en parler. Et puis il y a toutes les lignes d'écoute. Vous retrouvez toutes les lignes d'écoute sur le site du Psychodon, www.psychodon.org. Ça va de SOS Amitié à SOS Dépression, où vous pouvez parler avec d'autres. Le tabou est encore fort, Très fort par rapport à la santé mentale. Très fort. Oui. Les personnes dépressives sont souvent stigmatisées comme étant faibles. Les personnes... Oui, il y a qu'à Faucon, non, ça marche pas. Ça marche pas, Brigitte, vous le savez. Il y a qu'à Faucon, ça marche pas. C'est une maladie, la dépression. Donc oui, lève-toi, prends tes médicaments. Ça fonctionne pas. Les personnes qui ont un trouble schizophrénique, elles sont souvent stigmatisées, elles sont ou folles ou dangereuses. Bon, il faut faire progresser les tabous. Lutter contre les tabous, ça va mieux. Entre 2017, lorsque nous avons lancé le Psychodon et fait le premier Olympia avec Yannick Noah et d'autres artistes de la pop, on ramait dans le désert. Maintenant, nos spots à la télévision, nos shows font que, quand même, la déstigmatisation est à l'œuvre. Mais il y a encore beaucoup de tabous. Il faut en parler. Et je pense à la santé mentale des femmes aussi. Oui, et puis moi j'ai envie de dire, je me souviens, il est malheureusement décédé, Serge Tribolet était un psychiatre que j'aimais beaucoup, qui disait, mais de toute façon on est toujours le fou de quelqu'un. Exactement. J'ai trouvé cette phrase magnifique, être dans le délire, est-ce que c'est être fou ou est-ce que c'est, dans des moments difficiles, pas une manière de sauver sa peau. Vous avez choisi la chanson ? Oui, alors en plus, j'ai ouvert et je suis tombée sur la première chanson qui m'a bouleversée quand j'étais plus jeune. C'est Lily de Pierre Perret. Et je trouve qu'en plus, elle est d'actualité. Voilà, elle est vraiment d'actualité. Oui. Et c'est vrai qu'elle est magnifique, la musique, les paroles. J'ai toujours été bouleversée par cette chanson, donc je suis ravie de la redécouvrir. Et je vois que vous en donnez des conseils de lecture sur Boris Cyrulnik, Edgar Morin. Enfin, je vous aime, quoi, du bonheur, bien sûr. C'est que nous avons les mêmes références. Mais c'est à travers ça, alors du coup, j'ai pas eu encore la chance de lire, mais je vais me le procurer avec plaisir. On sent toute votre délicatesse et toute votre poésie, c'est-à-dire qu'il y a du chemin derrière ça aussi, derrière ce que vous êtes en train de partager. C'est pas anodin, c'est pas innocent, ça sent l'alchimiste, vous affrontez l'espérance. Et moi, je trouve que les chansons, quand on va pas bien, qu'on a dans nos têtes tous, c'est hyper important de savoir qu'on peut switcher sur une autre et que ça va nous soutenir. C'est exactement ça. Souvent, je parle de flexibilité mentale et lors de nos rencontres, et il y en a plusieurs à venir avec vos auditeurs à travers la France, on se rencontrera. Je vous parle souvent de flexibilité mentale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à changer d'émotion. Il ne faut vraiment pas hésiter. On a le droit d'être triste. Mais il faut surtout accepter sa tristesse. Et l'accueillir. Sinon, on est dans un déni et ça fait des ravages. Vous parliez de Lily et de Pierre Perret, elle était plutôt jolie. Lily, elle était venue faire quoi ? Les poubelles à Paris. Et cette peur de l'autre, parce que cette chanson nous parle du racisme, c'est évidemment d'actualité, cette peur de l'autre. Et comment changer ce regard sur l'autre, sur celui qui est différent ? Chacun peut trouver une recette, mais en tout cas, l'exercice d'aller vers une autre chanson. Je pense aussi aux femmes. J'allais vous en parler tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité. Et Angèle nous a fait « Balance ton quoi ». C'est assez fort aussi. C'est assez fort cette façon d'interpeller la société et les hommes. Mais de toute façon, les chansons, les chansons qui ont marqué et qui restent, par exemple, quand Goldman chante « Elle a fait un bébé toute seule », il était en avance sur son temps. Les artistes sont en avance sur leur temps, souvent, et c'est pour ça que c'est... Oui. Moi, je suis passionnée par la chanson, et j'écoute volontiers des chansons de mon adolescence, parce que j'ai remarqué que c'est souvent celles-là qui nous ont le plus marqué et qui nous font du bien quand on a besoin d'écouter quelque chose pour se sentir mieux. Et je voulais juste, puisqu'on est déjà en fin d'émission, je voulais juste, Didier Melleran, raconter une petite anecdote que vous m'avez confiée, et j'espère que vous m'en voudrez pas de la donner à tous les auditeurs. Ça dépend laquelle. Vous étiez adolescent, pas très bien, et vous avez osé frapper à la porte d'un psychiatre qui vous a beaucoup aidé, et c'est ce que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui vont pas bien ou qui ont quelqu'un qui va pas bien.
aller chercher de l'aide, c'est ne pas être faible que de demander de l'aide. C'est au contraire d'être fort, d'oser demander de l'aide. Et maintenant, nous avons beaucoup travaillé c'est pas parfait, mais il y a presque 10 séances qui sont conventionnées. Vous pouvez aller sur la plateforme Mon Psy pour consulter un psy proche de chez vous, ou sur le site du Psychodon, sur la plateforme Mon Cher Psy. Et en tout cas, moi je dis toujours, et je crois que c'est tout simple, on a mal aux dents, avant que ça soit une carie et qu'on nous arrache la dent, on va chez le dentiste. On a un problème de vision, avant qu'on ait un gros problème de vision, on va chez l'ophtalmologiste. Je me sens pas bien dans ma tête, c'est aussi simple, il faut aller voir le psychologue, et il n'y a pas de tabou. Et maintenant, grâce au premier conventionnement, il y a une dizaine de séances gratuites, enfin conventionnées par la Sécu. Oui, on avance. Ça avance. Et il faut lever comme j'essaye de lever le déni de l'inceste, il faut lever aussi le déni de la santé mentale. Plus on sera de gens qui vont bien, plus la société sera belle à vivre. Donc, aidons-nous les uns les autres. En chanson. En chanson, absolument. Ça s'appelle 50 chansons pour la santé mentale. C'est aux éditions RS. Merci beaucoup Didier Malrand. Merci à vous, Brigitte. Et puis, l'art du toucher, oui, se toucher aussi, ça fait du bien. Donc, ce week-end, n'oubliez pas les caresses, les massages, les touchers. Entre personnes consentantes, évidemment. Merci beaucoup, Sandy Boulanger. Merci. Lundi, on sera avec Vincent Hupertan. On va parler d'un sujet difficile. On va parler de l'anorgasmie. C'est peut-être aussi un peu une maladie. C'est important qu'on en parle ensemble. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan.